suis évidemment très heureuse de recevoir Jacques Beau. Bonjour à vous. Bonjour. Et merci d'être avec nous en studio. Vous êtes ancien colonel d'état-major général, ancien membre du renseignement stratégique suisse, spécialisé pays de l'Est, formé dans les services de renseignement américains et britanniques. Auteur de nombreux ouvrages aux éditions Max Milo, dont ce dernier, Guerre secrète en Ukraine. Et alors, c'est intéressant parce que dès le début, mais tout est passionnant dans ce livre, on va prendre le temps. Mais dès le début, vous le dites dans votre introduction, la Russie et l'Ukraine ont deux conceptions très différentes de l'action clandestine. Pour les Russes, il s'agit d'un appui à leurs opérations militaires. Elles sont intégrées dans une vision holistique du théâtre des opérations. Pour les Ukrainiens, les opérations clandestines viennent en appui de leur centre de gravité. Or, leur centre de gravité est le narratif. C'est de lui que découle l'assistance fournie par les Occidentaux. Ce narratif, eh bien, je trouve que cette opération toile d'araignée vient tout à fait s'intégrer dans votre introduction. C'est magnifique, vous l'auriez fait exprès. Parce que là, on est vraiment dans une opération narrative, l'opération toile d'araignée. Alors, si vous voulez bien commencer par nous expliquer, en effet, ce que vous expliquez dans cette introduction, ces deux visions des choses de la guerre. Et puis ensuite, et donc de cette opération toile d'araignée, puis après on va aller un petit peu plus loin dans l'action clandestine et dans ces actions, dans ces guerres secrètes qui sont menées notamment en Ukraine et depuis bien longtemps, c'est ce que vous rappelez dans votre livre. Tout à fait, oui, merci de m'inviter tout d'abord et de rappeler ces éléments centraux de la guerre en Ukraine qu'on a tendance un peu à oublier. Quand j'ai vu l'opération qui a été déclenchée dimanche passé, je me suis dit que Zelensky a décidé de promouvoir mon livre qui sortait pratiquement un jour après. Donc, on est exactement synchrone avec le gouvernement ukrainien. Je les remercie. Oui. Mais effectivement, cette opération, et d'ailleurs, apparemment, il y en a une autre qui a eu lieu tout récemment contre le pont de Kertch. Donc, ce pont qui relie la péninsule de Crimée au territoire russe. Qui a déjà été visé, oui. Qui a déjà été visé par le passé, mais qui a été, et c'est là où ça illustrera exactement, ces opérations illustrent exactement le passage que vous avez cité de mon introduction, c'est que on n'est pas sur quelque chose, sur des opérations qui sont là en appui des opérations terrestres. On voit que, au contraire, les opérations terrestres en Ukraine, eh bien, ça s'affaiblit chaque fois. L'avantage est toujours du côté russe, et même s'accentue du côté russe, hein, puisque actuellement à Konstantinovka, j'y arriverai. Justement, hier, entre-hier, aujourd'hui, on s'aperçoit que les Russes arrivent dans des villages qui sont même plus défendus. Les Ukrainiens reculent sans plus même défendre. Les Russes gagnent du terrain. C'est intéressant parce que vraiment, et c'est ce que vous dites dans votre livre, on n'est pas du tout, nous, dans le narratif de les Russes gagnent du terrain en ce moment. Non, voilà, c'est ça. On essaye au contraire de donner une image différente. Ah oui, Pearl Harbor, le Pearl Harbor exactement. Ukrainien. La réalité est que sur le terrain, l'avantage entre des Russes s'accentue très clairement et mathématiquement, puisque l'armée ukrainienne s'affaiblit numériquement en tant que personnel, en tant que matériel, etc., dépend toujours davantage des Occidentaux. Et donc, on voit ces opérations qui se multiplient en territoire russe, alors qu'elles n'ont aucun impact sur le terrain en réalité. Et le pont de Kerch est pratiquement emblématique de ça, puisque même les Ukrainiens ont reconnu que le pont de Kerch n'était plus utilisé par les militaires russes. Aujourd'hui, ils ont le pont terrestre, comme on l'a appelé, c'est-à-dire les 4 oblasts de Kherson, Zaporozhye, Donetsk et Lugansk, qui finalement permettent d'avoir cette liaison terrestre beaucoup plus stable, que d'ailleurs les Russes ont totalement réhabilité, parce que pour ceux qui ont connu l'Ukraine d'avant la Russie, si vous me passez l'expression, les routes étaient dans un état déplorable en Ukraine. Quand vous alliez de Kiev à Odessa, il fallait prendre des jours parce que la route était en tellement mauvais état que vous n'y arriviez pas. Dans tout le sud, dans les 4 oblasts que la Russie occupe, elle a réhabilité le réseau routier, le réseau ferroviaire, aussi à des fins militaires, de façon à ce qu'il n'ait plus besoin d'utiliser le pont de Kerch, qui est une vulnérabilité par définition. Et donc aujourd'hui, on sait très bien que le pont de Kerch ne sert à rien. Et pourtant, les Ukrainiens continuent à mener des opérations là contre, parce qu'elle a une valeur symbolique, elle a une valeur d'image, de perception, de relations publiques. Oui. Et l'opération Toile d'araignée qu'on a évoquée tout à l'heure, donc cette attaque contre les 5 bases aériennes russes, Mourmansk, Ivanovo, Ryazan, Irkoutsk et Amour,
c'est des opérations, d'abord, qui apparemment n'ont pas atteint le succès qu'on leur a prêté, puisque on a dit qu'il y avait 40 avions et j'avais dit déjà depuis lundi que, d'après mes informations, on était plutôt sur 13 avions, enfin entre 6 et 13. Et aujourd'hui, il semble qu'on soit sur 13 avions qui ont été endommagés. Probablement 5 ou 6 de manière irréparable et le reste de manière probablement réparable. Voilà. Donc, on est sur un résultat qui est finalement très mitigé au point de vue opérationnel. Et quand bien même 40 avions auraient été détruits sur ces bases, ce n'est qu'une partie de la capacité de frappe russe, à la fois nucléaire et conventionnelle, puisque des avions comme les Tu-95 ou les Tu-22 ont une capacité nucléaire, mais peuvent être utilisés, d'ailleurs ils sont utilisés régulièrement pour des attaques en Ukraine, parce qu'ils peuvent transporter des missiles de croisière conventionnels. Mais on voit bien que cette capacité ne sera pas affectée par cette opération. Donc c'est une opération qui est destinée à comment dire, mobiliser. C'est pour montrer les choses. Voilà, on est dans la relation publique, littéralement. C'est justement c'est votre introduction et c'est tout le sujet en fait de la distinction entre la stratégie russe et la stratégie ukrainienne. Et vous rappelez d'ailleurs que c'est la stratégie ukrainienne qui passe par des opérations qu'on peut appeler coup de poing, un peu comme ça de communication. Des opérations clandestines notamment, vous faites un parallèle avec la résistance française en disant mais attention, la résistance française n'a pas vraiment été efficace, même s'il y avait des opérations, elle ne contraignait pas vraiment les Allemands à part de les mettre sur le qui-vive et de les rendre en plus répressifs. Le seul moment où les opérations clandestines sont devenues utiles, c'est au moment où il y a eu une forme de gouvernement à Londres qui a pu organiser cette réponse. C'est exactement ça. Les opérations clandestines de la résistance, typiquement en France, parce qu'elles ont eu un impact, surtout d'ailleurs dans les conséquences du débarquement en Normandie, à vrai dire, pour empêcher les renforts allemands. Mais on peut dire que dans la phase préparatoire du débarquement, puis dans la phase qui a suivi le débarquement, c'est là où la résistance en France a été la plus utile. Pour le reste, ce qui s'est passé entre 1940 et 1943, grosso modo, eh bien, il y a eu beaucoup d'actions qui, en réalité, n'ont fait qu'énerver les Allemands, ont provoqué des représailles, ont provoqué des massacres, mais n'ont pas réellement eu un impact opérationnel à proprement parler. Donc l'action clandestine, et c'est quelque chose, je le vois encore aujourd'hui, quand on voit en France typiquement, enfin en Occident du manière générale, mais en France plus particulièrement, puisque c'est un des pays qui continue à pratiquer des opérations clandestines de manière assez régulière, on s'aperçoit que le fait de ne pas intégrer d'avoir des opérations qui ne sont pas intégrées dans un contexte, eh bien, finalement, on affaiblit la portée quelque part. Alors que les Russes, alors évidemment, notre image des Russes est un peu faussée parce qu'on leur prête toutes sortes d'opérations contre des hôpitaux, contre toutes sortes de choses, etc. Mais d'ailleurs, c'est des attributions qu'on fait sans savoir. Ça, il faut bien le réaliser. D'ailleurs, il y a beaucoup d'études a posteriori qui montrent qu'en réalité, il n'y avait aucune raison d'attaquer les Russes. L'exemple le plus célèbre, ça a été Nord Stream, mais il y en a d'autres également. Et depuis, même Emmanuel Macron en a cité quelques-unes lors de son allocution du 5 mars, où il voyait l'ennemi russe à peu près partout. Oui, des puces de lit jusqu'à la diffusion de l'information sur la GIF. C'est toujours les Russes. Voilà, c'est toujours les Russes, exactement. Donc, les Russes ont une approche des opérations clandestines qui est beaucoup plus liée à la zone des opérations, au théâtre des opérations. Ouais, Alors, ce qui est très intéressant dans votre livre, et là, on va rentrer dans le vif du sujet, vous expliquez que l'Ukraine est un terrain d'affrontement secret entre l'Est et l'Ouest, et donc on dit bien l'Est et l'Ouest, hein, on va reprendre tout ça, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, et que donc elle est le terrain justement d'opérations clandestines depuis ce moment-là. Et vous publiez des cartes qui sont absolument passionnantes, notamment la carte P. C'est un document de la CIA qui date de 1957, qui a publié un rapport, le facteur de la résistance et des zones d'opération des forces spéciales en Ukraine. Et ensuite, sa carte qui lui est liée, où en fait, elle rend compte, en fait, la CIA, des différents critères ethniques, sociaux et historiques qui permettent de cerner le degré d'hostilité ou de loyauté aux autorités soviétiques. Évidemment, l'objectif pour la CIA, c'est de
prendre dans son giron un maximum d'influer sur ces peuples qui devraient s'opposer ou permettre de s'opposer à la force soviétique. Alors, le document que je présente, entre autres, dans mon livre, c'est un document qui était un document de planification, parce que la CIA prévoyait de créer vraiment des mouvements de guérilla extrêmement sophistiqués en Ukraine. Et de nouveau, et ça c'est intéressant, c'est que c'était en Ukraine. Donc on a utilisé le territoire ukrainien pour déstabiliser l'Union soviétique. C'était déjà à ce moment-là. Depuis le début. Ouais. Mais j'aurais pu remonter, ce que je cite aussi dans mon livre, la fameuse division SS. Tout à fait. La Erste Galizien Grenadier Division, elle s'est rendue aux Britanniques. Et les Britanniques, au lieu de punir et condamner tous ces militaires qui avaient été coupables de crimes de guerre, ont préféré les garder en réserve. Les déplacer au Canada. C'est pour ça qu'aujourd'hui, au Canada, vous vous rappelez ce gars qui avait été présenté applaudi même au Parlement. Canadien par tous, et après coup, voilà. Oh là là, zut, il était membre des SS. En réalité, les Britanniques avaient déplacé quelques milliers de ces anciens combattants SS, pour les mettre en réserve au Canada, les mettre en réserve en vue d'une opération clandestine en Ukraine. Et on était en 1945-46 à l'époque. Je crois que quand ils ont été déplacés vers le Canada, c'est 46. Donc, ce qui veut dire que très tôt, les Européens avaient déjà des idées de reconquérir ou de redéstabiliser l'Union soviétique en passant par l'Ukraine. Et en 1957, donc la CIA, dans cette dynamique, il y a vraiment une continuité depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Et la CIA a planifié l'engagement des forces spéciales américaines. Et donc, il y a un document de planification qui est extrêmement détaillé, qui prend en compte tous les facteurs qui permettraient la mise en place de forces subversives ou de mouvements de guérilla en Ukraine. Et vous retrouvez sur cette carte, qui est absolument géniale, c'est passionnant, parce qu'elle a été mise en regard d'une carte qui a été de la carte des élections de 2004. Oui. Alors j'ai repris ces deux cartes, et j'ai repris la carte de 2004, et je l'explique d'ailleurs dans mon livre, pas simplement parce que j'ai choisi cette élection, mais parce que c'est dans la presse ukrainienne qu'on a relevé cette similitude. Et je me suis inspiré d'ailleurs d'un document qui sort de la presse ukrainienne. Donc les Ukrainiens eux-mêmes sont au courant de ça. Donc quand on parle aujourd'hui de cette partie de l'histoire que l'Occident a délibérément écartée, les Ukrainiens, eux, savent qu'ils sont exploités par les Occidentaux depuis très longtemps. Ça, c'est incroyable. Et c'est ça qui est intéressant. Oui, c'est pour ça que j'ai mis ces deux cartes dans ce... C'est ça, je pense que c'est fondamental. Si vous voulez bien, on va prendre un peu de temps. Donc c'est cette carte, la deuxième que j'ai montrée, là, que vous voyez ici. C'est une carte qui a en effet été publiée en 2017 par le média ukrainien New Voice of Ukraine, et donc qui a été comparée par ce média à la carte P de la CIA de 1957. Donc ils sont au courant de la carte que je vous ai montrée tout à l'heure, où on voit les zones d'influence, vous les voyez plus ou moins grisées, plus ou moins colorées. Plus la couleur est chaude, plus finalement elle est hostile. Oui, c'est ça. Plus hostile, tout à fait. Et on retrouve exactement les mêmes régions qui sont concernées à 60 ans d'intervalle. Donc c'est absolument fantastique d'observer ça. Et donc les Ukrainiens sont très conscients de ça. Et ils sont très conscients qu'ils sont utilisés par les Occidentaux. Et c'est ça qui détermine d'ailleurs aujourd'hui une hostilité grandissante des Ukrainiens. Je ne parle pas des Russes ukrainiens, mais des Ukrainiens, si vous me passez l'expression, contre le gouvernement de Kiev. Oui. Ce qui montre d'ailleurs que tout ce que vous entendez ici sur les médias, ce qu'on appelle les médias de grand chemin, c'est en fait l'expression du gouvernement de Kiev, mais non de la population ukrainienne. Et ça, si vous voulez bien aussi, je vais vous citer, parce que vraiment, cette partie-là est absolument passionnante. Donc vous avez ces cartes, et vous avez aussi donc le rapport de la CIA, toujours de 1957, sur les différentes régions de l'Ukraine, et comment elle pense, et donc à quel point la CIA peut l'utiliser pour déstabiliser l'URSS, parce que l'objectif c'est toujours de déstabiliser l'URSS. Et alors on est sur la zone 1 de la carte P, et donc c'est la péninsule de Crimée. Et je cite le rapport de la CIA, toujours. Dans 2 régions de l'Ukraine, les populations locales n'ont apparemment que peu de griefs contre le régime soviétique et n'aideraient probablement pas les forces spéciales.
C'est écrit. Oui, c'est écrit, exactement. L'idée, c'est à quel point on va pouvoir aider les forces spéciales. Je cite un autre extrait, le Donbass, zone 2 de la carte P. Bon, ça c'est pour voir que tout est bien chapitré, titré, etc. Et là, on voit, je cite encore un extrait, les Ukrainiens sont minoritaires dans le Donbass et ceux qui y vivent sont pour la plupart urbanisés, parlent souvent le russe et dans de nombreux cas ne se considèrent plus comme Ukrainiens. Là, on est en 1957. Bon, d'abord, tout ce que disent les Russes, quand on dit c'est de la désinformation, qu'ils disent qu'ils ne se considèrent pas forcément comme Ukrainiens, qu'il y a toujours eu deux nations, etc. Bon, la CIA le reconnaît en 1957, mais surtout, elle prend acte que le Donbass est suffisamment perdu pour eux d'une certaine façon, qu'ils ne peuvent rien faire pour la récupérer. Enfin, on est vraiment dans une stratégie, et on voit que la stratégie américaine est bien en place à ce moment-là, déjà. Et c'est exactement, on est dans un continuum complet. On remarque finalement, en 2014, ceux qui ont planifié le Maïdan et tout ce qui s'ensuit, se sont totalement inspirés de ce qui s'est passé avant. Oui, c'est ça. Et je vous rappelle, je le mentionne aussi dans mon livre, mais qu'en 2019, la Rand Corporation avait esquissé une stratégie pour déstabiliser la Russie en partant de l'Ukraine et avait déjà dit, faites attention parce que cette stratégie va conduire à des pertes de territoire pour l'Ukraine, va conduire à des pertes humaines pour l'Ukraine et va conduire l'Ukraine dans une paix défavorable. Oui, tout à fait. On est exactement dans ce modèle-là aujourd'hui même. Oui, ça c'est impressionnant parce qu'en effet tout était déjà écrit par les Américains en plus. Oui. Et donc on est en plein en train de vivre ce qu'ils avaient déjà prévu. Donc on va quand même parler de ce qu'ils ont mené en guerre clandestine justement sur place, en guerre d'influence, on peut dire aussi. Peut-être d'ailleurs si vous voulez bien on va refaire un petit point topologique, sur les mots utilisés parce qu'on a tendance à tout mélanger. Donc les opérations clandestines américaines sur place en Ukraine, à quel point ils utilisent en effet ce terrain de ce territoire comme une zone d'influence et pour gagner du terrain contre l'URSS. Alors, si vous voulez bien, d'abord, on va réexpliquer ce que c'est que l'action clandestine, l'action secrète et l'action semi-clandestine. Alors oui, il y a des nuances. Alors, évidemment, les anglo-saxons sont plus précis sur un certain nombre de choses. Il y a des actions qui sont secrètes parce que tout simplement, elles apparaissent à un moment donné. C'est-à-dire, il y a un bombardement, on ne sait pas qui l'a fait, qui l'a pas fait, etc. Et puis, il y a des actions qui sont clandestines. Typiquement, par exemple, les actions d'influence sont des actions qui sont menées par un acteur en sous-main, typiquement à travers des proxys. Vous pourriez prendre en Europe, dans le spectre média français, LCI, etc., sont typiquement des proxys dans ce domaine-là. C'est-à-dire, c'est eux qu'on va utiliser, Conspiracy Watch, etc., etc. C'est eux qu'on utilise pour mettre en place un narratif. Et c'est pas pour rien que derrière Conspiracy Watch, je le mentionne, vous avez le ministère des Affaires étrangères britannique et donc le MI6 qui fait partie du ministère des Affaires étrangères. N'est-ce pas? Et on a des organisations comme ça qui sont là dans le but d'influencer l'information sur les médias. Oui. Et vous avez des médias mainstream qui lancent l'information, puis après vous avez les chiens de garde qui viennent rectifier lorsqu'il y a quelqu'un qui vient intervenir dans le débat. Donc on élimine les gens qui dérangent, etc., etc. Les fake-checkers, etc. Ouais. Et on remarque que les fact-checkers sont pratiquement tous liés à des degrés différents avec des institutions qui sont liées aux États-Unis, à la Grande-Bretagne ou à l'OTAN. Ouais. C'est assez phénoménal. Tous d'une manière ou d'une autre. Quelquefois de manière très indirecte, mais on remarque que les financements, etc., viennent pratiquement tous du même endroit. Donc on a effectivement une gestion de l'information qui est très organisée autour du narratif. Et de nouveau, comme vous l'avez souligné vous-même, les Américains avaient déjà fait des analyses sur la question de l'Ukraine, donc on connaît les faiblesses de la stratégie occidentale. Mais vous remarquez que tout ça n'est jamais mentionné dans les médias. Ah non, bien sûr, oui, voilà. Tout à fait. Et c'est là où la gestion du narratif intervient. C'est-à-dire que dans la gestion du narratif, eh bien, il faut écarter tout ce qui pourrait perturber le message que l'on transmet, qui est en fait celui du gouvernement ukrainien en réalité. Alors, ce qui est très intéressant, vous parlez également du projet Aerodynamics. Là, on était sur la carte P de la CIA de 1957. Et en 1960, on a ce projet Aerodynamics. C'est pareil, qui dit exactement
ce qui s'applique aujourd'hui, c'est-à-dire l'objectif du projet Aerodynamics est de permettre l'exploitation et l'expansion du mouvement de résistance ukrainien anti-soviétique à des fins de guerre froide et de guerre chaude. Exactement. Donc, et d'ailleurs, il a intitulé Le front de la guerre secrète. Et donc, à partir de là, en fait, on va voir, et donc là, je veux bien que vous nous racontiez un peu l'histoire, à quel point et comment, eh bien, on va instrumentaliser finalement les nationalismes ukrainiens, notamment, contre l'URSS, enfin, contre cet ennemi de l'Est. Alors, c'est une histoire qui est très complexe et il faut vraiment se référer au livre parce que l'histoire du mouvement nationaliste, on pourrait même dire ultranationaliste, pour pas employer d'autres termes, ukrainien, est très complexe. Alors évidemment, les parties les plus proéminentes, celles qu'on évoque le plus souvent, c'est les liens entre Bandera et le Troisième Reich. Bien sûr. Mais Bandera, c'est aussi a été confronté au Troisième Reich aussi. Il n'a pas toujours été allié. Tout à fait. Parce que, en définitive, ce mouvement ultranationaliste ukrainien, il est ultranationaliste ukrainien, n'est-ce pas? Donc, il a une idéologie qui se rapproche des ultranationalismes, donc qui a inévitablement des points communs avec d'autres ultranationalismes, comme l'ultranationalisme allemand, disons-le, appelons-le comme ça. Oui. Mais il n'est pas exactement identique et il n'a pas toujours été exactement identique dans l'histoire. Et de nouveau, la complexité vient, mais je l'avais évoqué dans d'autres livres. Vous voyez, quand on parle de la division Das Reich en France, et j'emploie le terme Das Reich, la division Das Reich, puisque la symbolique d'Azov, oui, vient, on l'a vu encore il y a peu de temps. Ouais. Voilà, le Volksangel, n'est-ce pas, qui est le symbole de la division Das Reich, se retrouve dans le groupe Azov, où il a été utilisé pour symboliser l'acronyme ou l'abréviation, l'idée de nation, qui est I et N. Et c'est l'emblème montre en fait un N. Alors sur la division Das Reich, le N était inversé, mais c'est la même idée. Alors, en France, quand vous parlez de la division Das Reich, eh bien, on voit immédiatement Oradour-sur-Glane. Oui. Alors que quand vous parlez de la division Das Reich en Ukraine, ils voient la libération de Kharkov contre les Soviétiques. Eh oui, c'est ça. Voilà. Donc, ce qui pour nous est évidemment diabolisé. Et à juste titre, parce que le massacre d'une population est à juste titre diabolisable. Oui, bien sûr. Non, mais c'était pas un jugement de valeur. Oui. Pour les Ukrainiens, la même division est héroïque. Oui. N'est-ce pas? D'où le fait d'ailleurs qu'on ait beaucoup de problèmes et que d'ailleurs nos propres médias aient beaucoup de problèmes à gérer ces images. Et c'est pour ça que les médias ont tout simplement évacué tout le problème. Et ils ont dit que non, il n'y a rien à voir. Oui. Voilà, exactement. N'est-ce pas? Si, il y a quelque chose à voir. Et si on veut avoir une résolution du conflit, et si nous voulons avoir une relation, aussi je pense des Européens, une relation apaisée même avec surtout avec les Ukrainiens, à vrai dire, parce que je pense que les Ukrainiens nous en voudront de les avoir poussés dans cette guerre. Ça, c'est une réalité, je peux vous le dire, parce que j'ai beaucoup de contacts ukrainiens qui sont très irrités, pour dire le moins, par rapport aux Européens. Mais bref, il faudra comprendre ces mécaniques subtiles, n'est-ce pas? Que pour eux, ce qui pour nous est un crime, pour eux s'exprime dans un autre contexte qui est un contexte de libération. Oui, mais ça, en gros, la CIA et les services américains l'ont compris. Ils se servent d'un pion, entre guillemets, qui est là au bon moment, au bon endroit, qui va dans la bonne direction à ce moment-là. C'est exactement ça. Donc, les Américains ont toujours été extrêmement pragmatiques. Et c'est d'ailleurs, quand j'ai cité l'exemple de ces divisions SS qui s'est rendue aux Britanniques et que les Britanniques ont réservé, mis de côté, exactement, en vue d'opérations extérieures, eh bien, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'ils ont très bien compris que, oui, dans le contexte actuel, c'est des méchants, mais dans un contexte futur, ce sera des gentils. Et en 1945, à vrai dire, les Alliés, c'est pour ça que quand on voit aujourd'hui la réaction des Russes à tout ce qui se passe, à juste titre, ils peuvent dire que nous n'avons pas été de bonne foi avec eux dès le départ. Puisque déjà, après la guerre, après avoir été nos alliés, en fait, ils étaient déjà nos ennemis. N'est-ce pas? Et d'ailleurs, je vous rappelle que au Parlement canadien, où on a eu ce vieux... un ancien nazi. Cet ancien nazi qui a été célébré par tous les parlementaires, qui se sont levés pour l'applaudir. Le président du Parlement, lorsqu'il a fait son allocution,
Il n'a pas dit Oui, c'est vrai, il a dit que ce combattant avait combattu les Russes, pas les Soviétiques. Et donc, devait être un exemple parce qu'il avait déjà combattu les Russes. Oui, donc c'est pas politique, mais ethnique. On est ethnique. On est dans ce débat-là. Et pour moi, les parlementaires canadiens sont d'affreux racistes. Et j'entends... Anti-russe. Pardon? Anti-russe. Ah oui, mais ça, on l'a vu, mais probablement pas seulement, mais parce que beaucoup de choses vont avec, en réalité. Oui, parce que alors, vous vous rappelez quand même, ça c'est intéressant, je voudrais le rappeler, mais après on va avancer évidemment parce que votre livre est passionnant et bon, évidemment on ne pourra pas tout raconter, mais vous vous rappelez quand même le poids de l'histoire et les généalogies. Le grand-père d'Ursula von der Leyen travaillait déjà à l'intégration économique de l'Ukraine dans la grande Europe imaginée par les nazis. Le grand-père de Victoria Nuland, qui est la sous-secrétaire d'État américaine pour les affaires politiques, et qu'on a vu très active lors de Maïdan, sous-secrétaire d'État américaine pour les affaires politiques, a quitté la région d'Odessa au début du XXe siècle pour échapper au pogrom. L'arrière-grand-père d'Antony Blinken, secrétaire d'État américain, avait quitté Kiev pour la même raison. Le grand-père de Chrystia Freeland, vice-première ministre de Justin Trudeau, était un collaborateur ukrainien du Troisième Reich, qui a trouvé refuge au Canada. Bon, bref, il y a des généalogies intéressantes. On voit vous des pouvez liens. ajouter Kaja Kallas, Oui, c'est vrai. etc. Donc, et c'est pour ça que d'ailleurs, dans un de mes livres précédents, j'avais parlé de cette guerre comme étant un peu la révolte des petits-enfants ou la revanche des grands-parents d'une certaine manière. Parce que pratiquement, enfin pas tous, mais une grande partie des acteurs qu'on a aujourd'hui... Des acteurs fondamentaux, là. Oui. Exactement, sont des gens qui sont issus de régions de la région et donc qui ont, si vous voulez, une sorte d'animosité atavique, on pourrait presque dire, contre les Russes. Oui. Donc on est sur une dimension qui est quand même assez dérangeante. Je pense que c'est la première fois qu'on a ça dans un conflit où les gens sont pratiquement... par leur famille, par leur généalogie, impliqués dans le conflit d'une certaine manière. Et ça implique, quand on voit typiquement Kaja Kallas, Ursula von der Leyen, on voit qu'il n'y a pas de discours possible avec avec les Russes. Ouais. Et je vous rappelle que en septembre 2022, c'est Ursula von der Leyen qui, après les différentes initiatives, je rappelle les différentes initiatives de Zelensky, c'est-à-dire des Ukrainiens, pour se rapprocher, pour avoir un dialogue avec les Russes, en février 2022, mars 2022, août 2022. Ursula von der Leyen, en septembre, dit « On ne peut pas, on ne doit pas discuter avec les Russes. Il n'y a pas d'apaisement possible. » Et c'est 2 semaines après, le 30 septembre, que le gouvernement... ou plutôt le Conseil de sécurité nationale ukrainien, décide d'interdire les négociations avec... Et c'est exactement cette interdiction qu'on a aujourd'hui, puisqu'on est aujourd'hui le 4 juin, on a ces négociations qui sont en cours à Istanbul, enfin qui ont eu lieu ces derniers jours. Mais... ces négociations sont entachées par cette impossibilité de négocier avec les Russes. Ce qui fait que les Russes ne savent toujours pas si la négociation qu'on cherche à engager à Istanbul sera validée ou non, puisque la loi ukrainienne même l'interdit. Oui, et puis dans cette idée, en effet, de l'empêchement finalement de pouvoir négocier entre l'Ukraine et la Russie, on a quand même des choses très intéressantes que vous révélez. Le bataillon Shaman, par exemple, spécialisé dans les éliminations et l'assassinat de commandants et officiels sur le territoire russe, il a été créé la veille du déclenchement de l'opération spéciale russe. Exactement. Ben, ça veut dire quoi, ça ? De nouveau, l'idée que les Russes sont intervenus sans provocation, et la raison pour laquelle on le répète chaque fois, et la raison pour laquelle on vous fustige chaque fois que vous mettez en question ce terme de non provoqué, oui. Eh bien, c'est que, en fait, cette opération, l'intervention russe a été provoquée. Exactement comme, en réalité, l'intervention russe en Ukraine, elle a suivi le même schéma que ce qui s'était passé en Géorgie en 2008, où c'est le gouvernement géorgien qui a commencé à tirer sur sa population, ethniquement russe, mais sa population quand même, provoquant ainsi l'intervention de la Russie pour protéger cette fois-ci les Russes ethniques. Et c'est exactement le même schéma
exactement le même. D'ailleurs, on rappelle que Maïdan, enfin, vous le rappelez, Yushchenko a été renversé de manière antidémocratique et que le nouveau gouvernement n'est pas démocratique après Yushchenko. Ben non, bien entendu pas, puisque même les manifestants de Maïdan, la veille du renversement du gouvernement, avaient fait un accord, d'ailleurs supervisé ou validé en quelque sorte, ou garanti plus exactement, par la France, l'Allemagne et la Pologne. Et cet accord prévoyait le départ de Yanushchenko, avec à la clé de ce départ de nouvelles élections présidentielles, et tout ça avait été scellé dans un accord qui devait prendre encore quelques mois. Il y avait un délai, maintenant je ne l'ai plus exactement en tête. Donc tout était écrit pour que finalement l'Ukraine et la Russie, d'ailleurs avec l'Europe normalement, devaient avancer progressivement vers un accord. Tout à fait, exactement. Et là, qu'est-ce qui se passe ? Et là, on a la révolution, de nouveau, les Français qui garantissent, je rappelle que les Français garantissaient aussi les accords de Minsk. Ils n'ont pas respecté l'obligation qu'ils s'étaient donnée à eux-mêmes par leur signature. Oui, donc on a un pays qui ne se respecte pas tout simplement lui-même. Quand vous ne respectez pas votre signature, c'est que vous ne respectez pas vous. Et c'est exactement le problème qu'on a ici. La France n'a pas respecté sa signature le 22 ou 21 février 2023. 2014, pardon, excusez-moi. Oui. Et c'est ce qui a conduit au renversement de Yanukovych et finalement donc à cette première loi, la toute première loi de ce gouvernement non élu, qui a été l'abolition du statut de la langue russe. Oui. Non pas l'interdiction, c'est important de le rappeler, mais le changement de statut, c'est-à-dire que c'était une langue qui n'était plus d'usage officiel. Et c'est ce qui a déclenché, et pas simplement dans le Donbass, comme le disent certains commentateurs, même pro-russes d'ailleurs, que j'entends quelquefois sur les ondes ici. Non, c'est tout le sud du pays qui s'est enflammé. Et c'est ce qui a donné... c'est celui qu'on voit d'ailleurs dans la carte P, c'est tout ce sud... c'est tout ce sud qu'on voit dans la carte P, et j'ai mis d'autres cartes d'ailleurs qui montrent que tout ce sud représente ce que les Russes appellent Novorossiya, la Nouvelle-Russie, n'est-ce pas? Alors, je précise, puisqu'on y est, que vous parlez de la révolution de Maïdan, vous parlez il y a de la première révolte, on va dire, celle où il y a des familles, etc., qui se révoltent. Elles ne se révoltent pas d'ailleurs, elles manifestent pour faire entendre... Pour dire qu'ils sont favorables à un accord avec l'Union européenne. Qui est entendu donc par Yanukovych, mais malgré tout, eh bien, ce gouvernement est renversé et on voit cette deuxième, on va dire, manifestation deuxième Maïdan. Et alors là, c'est quand même intéressant, et c'est là qu'on voit en effet l'action clandestine, opération secrète. Enfin voilà, vous dites, elle est nourrie, cette deuxième révolte, par les ultranationalistes venus de l'ouest du pays, donc d'Ukraine, qui s'emparent de la rue, et puis même révélé par Der Spiegel, donc le magazine Spiegel, le magazine allemand. Je prononce pas bien l'allemand, voire même pas du tout bien. Il révèle la présence de mercenaires de la firme Academy, donc des mercenaires qui sont envoyés pour évidemment alimenter cette révolte. Et on a des vidéos, et j'avais des vidéos. Je travaillais à l'OTAN à ce moment-là, et j'ai reçu des vidéos montrant des gars habillés avec, vous savez, comment c'est, supplétifs de Blackwater, renommés Académie parce qu'ils avaient commis des crimes de guerre en Irak. Donc il a fallu, plus que contestable, c'est des vrais crimes de guerre. Et puis là, ils ont dû changer de nom pour changer de raison sociale, de façon à échapper à des poursuites juridiques. Toujours est-il que on avait des vidéos de ces gars dans les rues de Kiev qui gueulaient des ordres en américain avec des M16 et des choses comme ça. Donc et j'avais transmis d'ailleurs les documents. Vous l'aviez transmis, vous, en tant que... à l'OSCE. Donc j'avais des ambassadeurs. À l'époque, en 2014, la Suisse avait la présidence de l'OSCE. Donc je connaissais tous les ambassadeurs qui étaient dans la troïka qui dirigeait l'OSCE, enfin qui était en charge de la présidence de l'OSCE. Donc je leur ai envoyé ces documents, disant mais
Attention. Oui, attention, on a des Américains qui sont impliqués. Et c'est resté lettre morte. C'est resté totalement lettre morte. Donc là, vous avez compris ce qui se passait. Ah oui, oui, Vous non, aviez mais, déjà compris. non, mais là, on avait déjà compris que depuis longtemps qu'il y avait une énorme manipulation qui était derrière. Et puis, ce que j'ai compris à ce moment-là, c'est que la Suisse n'était plus neutre à ce moment-là. Oui. Ça, c'est quand même très intéressant. Et alors, j'avance un peu dans le temps, parce qu'après, je voudrais aussi vous poser la question, mais à quelle fin tout ça, en fait? Puisque finalement, concrètement, si je reviens à votre introduction, donc, on est dans une guerre du narratif contre une guerre du terrain, mais c'est quand même la guerre du terrain qui finit par gagner. Mais bon, ça sera ma question finale. Mais d'abord, rappelez quand même, parce que là, on se dit, bon, alors d'accord, c'est les Américains qui envoient la CIA, 1957, cette carte, tout est déjà prévu. Donc finalement, ce que disent les Russes est vrai. Oui. Ça, c'est quand même... Hein. Là, 1921, je donne d'autres informations, comme ça on voit quand même que c'est illustré et qu'on avance dans le temps et que cette guerre clandestine a toujours lieu en Ukraine. Donc là, c'est intéressant, c'est le Jerusalem Post qui s'inquiète d'une étude publiée en septembre pour un institut européen de l'université George Washington qui montre que le Canada, les États-Unis, la France, là on est concerné, la Grande-Bretagne, forment eux-mêmes des groupes d'extrême droite en Ukraine. Donc, dans une académie, l'Académie militaire nationale Hetman Petro Chacha-Indy, dans un projet qui s'appelle le projet Centuria. Donc là, on est en train de former finalement des groupes d'extrême droite, vous allez nous expliquer ce qu'ils font exactement, pour des opérations clandestines sur place. C'est des paramilitaires. Ouais. C'est les paramilitaires qui ont été formés dès 2014 sur le territoire ukrainien. Des Maïdan. Et en grande partie parce que il y a une mécanique. Évidemment, quand on ampute l'histoire d'un certain nombre de faits, on n'arrive plus à rien comprendre. Bah oui. L'armée ukrainienne en 2014 est une armée de conscription. C'est-à-dire qu'elle est composée, alors pour simplifier les choses, pour moitié d'Ukrainiens ukrainiens et pour moitié de Russes ukrainiens. Eh oui. Voilà. Quand le sud du pays s'est rebellé, ces soldats russes évidemment, ukrainiens, n'ont pas tiré contre leur propre ils population. vont pas tirer contre leur propre population. Oui, c'est ce que vous racontez. Donc ces gens passent de l'autre côté. C'est ce qui s'est passé en Crimée sur les 22 000 soldats. De nouveau, c'est une conscription qui est territoriale à la base. Donc, les soldats de Crimée... Ils ne vont pas tirer contre leur famille. Exactement, ils sont issus de Crimée. Mm. Donc, quand le gouvernement interdit la langue, pas interdit, mais limite le statut de la langue russe, que la population russophone se manifeste, ces soldats ukrainiens vont pas leur tirer dessus. Résultat des courses, qu'est-ce qu'ils font en Crimée? Ils enlèvent leurs insignes, devenant ainsi les petits hommes verts de notre propagande, et ils passent du côté de la population. Et ça, comme tout d'un coup, ça fait des manifestations populaires avec 20 000 soldats. Sur les 22 000, il y en a 20 000 qui ont passé du côté des rebelles. Et on a donc dit, c'est les Russes qui débarquent en Crimée. Et là, d'ailleurs, vous le précisez, vous avez vérifié, aucun rapport, rien n'alimente, il n'y a aucune source fiable concernant une arrivée de soldats venant de Russie. C'est-à-dire que là, on n'est bien que sur des hommes qui ont enlevé finalement leurs insignes parce qu'ils voulaient rester. Il n'y a aucun débarquement, j'entends. Et même d'ailleurs à l'OTAN, parce que on a souvent parlé, et quand j'étais à l'OTAN, on parlait d'invasion russe en Crimée. Et puis, il y a eu une discipline de langage qui est venue, qui a dit non, il ne faut pas parler d'invasion, il faut parler d'intervention russe. Parce que il y a eu absolument, c'est pas qu'il n'y a pas eu de source fiable, il n'y a aucune source qui dit qu'il y a eu un débarquement de troupes ou un apport de troupes. Il y avait déjà, en vertu des accords qui liaient la Russie à l'Ukraine concernant la base de Sébastopol notamment, il y avait l'autorisation d'avoir jusqu'à 25 000 militaires russes déjà sur la péninsule. Les Russes n'avaient pas ce plafond-là à cette époque-là, ils étaient à 22 000. Donc, 22 000. Dans les accords russes-ukrainiens, il était prévu qu'en cas de trouble ou que s'il y avait des perturbations ou quoi que ce soit, les garnisons étaient habilitées à sortir de leurs casernes de façon à protéger leurs emplacements et de se déployer sur les aéroports afin de maintenir le cordon ombilical, si vous voulez, avec la Russie.
Et c'est ce qu'ils ont fait. Oui. Il n'y a rien eu d'autre. Mais évidemment, nos médias n'ont jamais Oui, parlé de ces accords et de la composition de cet accord, qui est le Status of Force Agreement, n'est-ce pas, qui avait été signé entre la Russie et l'Ukraine. Mais évidemment, ça, on n'en a jamais parlé. Mais non, mais de toute façon, on a compris qu'on était dans une propagande et une désinformation. Mais alors justement, revenons sur ce qui s'est passé en 2021. Donc le Canada, les États-Unis, la France, la Grande-Bretagne forment des groupes d'extrême droite en Ukraine. C'est quand même intéressant de savoir qu'on fait ça. Tout à fait. Alors là, vous commenciez à nous expliquer pourquoi. Mais donc, on faisait quoi concrètement là, dans ce projet Centurion? Il s'agissait de remplacer ces parties de l'armée ukrainienne qui avaient disparu. déserté. Donc, mais alors pourquoi des groupes d'extrême droite? On récupère ce qu'on peut, quoi. Donc comme il y a c'est-à-dire qu'on récupère ceux qui défecteront pas. Oui, c'est ça. Donc on prend les plus motivés. Et on va puiser dans le registre d'ailleurs de l'extrême droite européenne. Et quand il n'y a pas besoin de remonter au début de la guerre d'Ukraine, mais quand on parle de l'extrême droite européenne, on sait que c'est une nébuleuse qui existe depuis très longtemps, etc. Donc on puise là-dedans, et c'est en grande partie d'ailleurs, si on regarde, alors dans mes livres, là j'ai pas beaucoup détaillé ça, parce que j'en avais parlé dans mes ouvrages précédents, mais quand vous regardez, c'est des groupes d'extrême droite, italiens, français, belges, etc. D'ailleurs, je me rappelle que quand on parlait des volontaires qui allaient se battre pour la Belgique, il y avait la RTBF avait montré un de ses volontaires, et puis manque de chance, il l'a filmé dans sa chambre, chez lui, à son domicile, puis il y avait un grand poster, une grande affiche de la Deuxième Guerre mondiale sur rejoignez les légions, etc. Donc on est sur cette nébuleuse-là, et ces gens, on a pris les plus motivés pour aller combattre cette rébellion russophone, vous me passez. Encore une fois, on est toujours dans cette approche finalement pragmatique des américaines, de se dire on s'appuie sur les forces en puissance sur place. Et c'est le principe de ces guerres secrètes, on s'appuie sur les forces qui sont sur place. Et ça a été d'autant plus pragmatique que les gens qu'ils ont formés, notamment les gens de Azov, étaient considérés par les Américains sur le territoire américain comme terroristes. Et oui, tout à fait. Oui. Et que d'ailleurs, au départ, si on rappelle le tout début de votre livre, les Américains se demandent s'ils peuvent vraiment se fier à ce genre de personnages. Mais ils décident de le faire quand même, parce que ils ont quand même un ennemi plus grave que leur allié. Je voudrais, alors, dernière question tout de même, sur cette histoire du bataillon chaman qui est créé la veille de l'opération spéciale russe. Est-ce que vous croyez que c'est eu un hasard ou... Non, c'est pas un hasard. Les Ukrainiens, les Américains et les Ukrainiens savaient que quelque chose allait se passer, qu'ils allaient provoquer une intervention russe, exactement comme j'ai dit tout à l'heure sur le modèle de ce qui s'était passé en Géorgie. Et déjà là, on avait... D'ailleurs, quand vous regardez en 2021, il y a toute une série de mesures de création de forces spéciales, d'unités spéciales, qui montrent qu'en réalité, ils s'attendaient très bien. Ils étaient déjà dans une guerre dans la profondeur du territoire russe. Déjà dans leur action secrète et dans leur guerre secrète. En fait, les Américains n'ont jamais... c'est même eux qui ont commencé leur guerre secrète, concrètement. Ah oui, totalement. Et pas depuis 2014. Depuis bien avant, on est dans une continuité historique même. Oui, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Exactement. C'est ce qu'on comprend dans votre livre. Alors, Jacques Beau, je voudrais juste, question finale, vous demander à quoi bon tout ça, finalement, toute cette guerre secrète, puisque concrètement, là, on le voit, vous le rappelez, et on le rappelait encore hier en table ronde, quand on parle du territoire, et quand on parle de véritable guerre frontale, ce sont les Russes qui gagnent, malgré tout. Oui. Donc, à quoi bon cette guerre secrète, ces opérations clandestines, tout cet investissement, ce narratif qui suit, pourquoi faire ? Eh bien, je rappelle que la finalité de cette guerre, c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, les Occidentaux, typiquement la France, l'Allemagne, la Grande-Bretagne, continuent à soutenir l'action militaire sur le terrain, malgré le fait que l'Ukraine perde, parce que, au final, l'idée, c'est de créer une crise politique en Russie. Ce qu'on voudrait, c'est un changement de pouvoir en Russie. L'objectif final, comme l'a dit Kaja Kallas, qui, je le rappelle aujourd'hui, est la ministre des Affaires étrangères, si vous me passez l'expression, de l'Union européenne, l'objectif final, c'est le démantèlement de la Russie. C'est-à-dire de provoquer une situation telle en Russie qu'elle se fasse exactement ce qui s'est passé en Syrie ou en ex-Yougoslavie.
Non, alors c'est là où il y a un déni complet de la réalité, et c'est là où ces derniers sursauts, comme l'opération Toile d'araignée qu'on a vue, sont ces derniers sursauts pour essayer de provoquer une réaction de la population russe contre son gouvernement. C'est ça le truc. Et et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, en 2024, les Ukrainiens ont décidé d'appliquer une stratégie dite asymétrique, autrement dit, d'utiliser le terrorisme contre la Russie, parce qu'il fallait agir sur la population civile. Donc l'idée, c'est que la population civile soit touchée et de la prendre finalement en otage quelque part pour qu'elle demande au gouvernement un changement de régime. Ils veulent une révolution colorée dans le pays même qu'ils affrontent. En réalité, c'est pour ça que si vous lisez bien mon livre, vous verrez que j'ai comparé ce que dit Zelensky, le wording de Zelensky, avec le wording de l'État islamique à l'époque des attentats de 2015. C'est exactement le même. C'est-à-dire, on n'arrivera pas à détruire l'armée française en Syrie, en Irak, etc. Mais ce qu'il faut, c'est pousser la population française à l'exaspération pour qu'elle demande... Alors, à l'époque, pour l'État islamique, c'était la population française, mais pour les Ukrainiens, c'est la population russe, pour qu'elle demande à leur gouvernement de cesser leurs opérations. Et c'est exactement ce schéma-là qui se fait. C'est le schéma de ce... Et c'est un schéma américain, ça, encore. C'est un schéma qui... Non, c'est pas un schéma américain, le schéma... Enfin, du terrorisme, parce que on est dans un schéma terroriste. Et d'ailleurs, c'est les actions qui ont été menées, l'affaire Crocus, etc., c'est un schéma terroriste. Et l'idée de base, c'est ce qui s'était passé à Madrid en 2004. Vous vous rappelez qu'après les attentats de la gare d'Utoya, pas la gare d'Utoya, c'est pas Utoya, je confonds avec le massacre en Norvège. Non, enfin bref, Atoya, sauf erreur, en Madrid. Mais enfin, peu importe. Le gouvernement espagnol avait retiré ses forces d'Irak. Les islamistes ont mal interprété cette affaire. Je ne veux pas revenir sur cette histoire parce que ça nous mènerait un peu loin, mais ils ont mal interprété ça. Ils ont compris qu'en faisant des attentats, on pousserait le gouvernement à un retournement de situation. Et c'est ce que voulait faire l'État islamique en France, en 2015. Et c'est exactement ce que cherchent à faire les Ukrainiens en Russie. Donc il s'agit bien de prendre la population en otage, quelque part, et de façon à ce que la population demande un changement de politique à l'égard de l'Ukraine. Oui, donc on n'est même plus dans les opérations clandestines, là. On est dans du terrorisme. Alors, l'un n'est pas exclusif. L'un n'est pas exclusif. Le terrorisme, c'est qu'une méthode. N'est-ce pas? C'est l'opération clandestine, ça c'est le contexte général. Le terrorisme n'est qu'une forme d'opération qui peut être clandestine ou pas. D'ailleurs, c'est clandestin par définition, puisque vous préparez que le gars soit un membre d'un service secret ou d'un État islamique. C'est c'est la même mécanique, si vous voulez. Donc le terrorisme, c'est rien qu'une méthode. C'est tout. Point barre. Oui, donc ce qui est intéressant pour répondre finalement à cette question, pourquoi ne mènent-ils pas la même guerre? C'est-à-dire qu'on a d'un côté la Russie qui veut gagner du terrain sur le terrain militaire. Et puis elle ne cherche pas à gagner du terrain. Oui, qui veut imprimer son... Non. Alors allez-y. Non. La Russie, et ça a été défini d'ailleurs, c'est ce qu'ils font de manière très cohérente depuis le début de l'opération. C'est la démilitarisation, c'est-à-dire la destruction du potentiel militaire. Il se trouve qu'en faisant ça, quand le potentiel militaire est statique en face de vous, vous êtes obligé d'avancer pour le détruire. Mais le but, c'est pas de prendre du terrain. D'ailleurs, je vous rappelle qu'en avril 2022, les Russes, après les propositions de Zelensky, qui ont été retirées par l'intervention de Boris Johnson, de la France et de l'Allemagne, l'intervention des Américains. France et Allemagne, surtout, avant les Américains, très important aussi. Donc, les propositions ukrainiennes prévoyaient le retrait de la Russie. Et la Russie était prête à retirer ses troupes d'Ukraine en avril 2022. Donc, ce n'est pas le territoire qui les intéresse. C'est la démilitarisation, respectivement la dénazification, qui visait essentiellement la destruction. À l'époque, c'était la destruction de ces paramilitaires, que vous avez évoqués vous-même, et qui ont été formés par les Occidentaux d'ailleurs. Aujourd'hui, la situation a évolué parce que ces paramilitaires en grande partie été détruits, même s'il en subsiste encore. Aujourd'hui, la dénazification, elle prend la forme de l'occupation ou de la mise sous souveraineté russe des 4 oblasts. Pourquoi? Parce que le 1er juillet 2021, le gouvernement ukrainien a adopté une loi
qu'on a comparé aux lois de Nuremberg de 1935, qui donnent des droits différents aux citoyens russes que les autres citoyens. Et un député de la Rada, d'ailleurs, avait dit, je le cite d'ailleurs dans mon livre, il avait dit à partir de ce moment-là, les citoyens russes d'Ukraine ne jouiront plus de tous les droits de l'homme et tous les droits constitutionnels de l'Ukraine. Par conséquent, on est dans des lois qui s'apparentent à ce qu'avait pris le régime nazi en 1935, et donc la conservation de ces 4 oblasts, de Kherson, Zaporozhye et Donetsk et Lugansk, correspondent à la préservation de leurs droits, à soustraire la population russe de lois qui sont injustes par rapport à la population juste. Voilà. Merci beaucoup, Jacques Beau. En tout cas, c'est